Les disparitions de Rockwood. Écrit et conté par Rafada. Troisième et dernière partie. Après 2 jours de marche et de vol entre les arbres, Andy et son groupe décidèrent de se sédentariser un temps. Ils manquaient de vivres et ils souffraient de la soif. Luc avait trouvé de quoi panser la plaie de Nicolette, une pâte végétale et boueuse qui formait désormais une croûte, mais la pauvre fille avait le front en sueur. « Elle a beaucoup de fièvre », chuchota Luc à Andy à l'écart du groupe. « Et la température ne semble pas redescendre. » Andy regardait Nicolette étendue à même un lit de paille. À ses côtés, Steffi qui tentait d'éponger la sueur avec une fine écorce d'acajou. On pouvait presque voir de la fumée s'échapper de son crâne. « Il faut qu'on lui apporte de l'eau, » dit Andy. « Sinon elle va se déshydrater complètement et il faut qu'on lui donne de quoi manger. Elle a besoin de force. »« Je peux aller chercher ça dans la forêt ?»« Non, je veux que tu restes près de Nicolette, je vais y aller. »« Je vous accompagne, » dit Émilie. « Si vous vous perdez, au moins vous aurez de la compagnie. » Andy Oren trouva la proposition incongrue, mais il accepta. Ils partirent en quête de vivres et marquèrent les arbres tous les 20 mètres. La nuit commençait à tomber. Émilie et Andy s'élevaient entre les arbres, recueillaient des fruits qu'ils espéraient comestibles, et qu'ils mettaient dans un sac fait de lianes entremêlées, puis redescendaient avec l'espoir de trouver une mare ou un cours d'eau. « Vous entendez ?» dit Émilie. « Oui, ce sont des singes. On devrait les suivre et les observer. C'est sûr qu'ils savent où trouver des fruits comestibles. Et de l'eau. » Et sur ces mots, des fruits atterrirent non loin. Ils sursautèrent, regardèrent en l'air en pensant qu'il s'agissait là d'une mauvaise blague des singes, mais ils ne virent rien. Andy scruta la pénombre naissante le cœur haletant. Émilie aussi était sur ses gardes. « Je ne vous veux aucun mal, » dit soudain une voix derrière un fourré. « Je veux juste discuter, d'accord ?» Ils ne répondirent rien et virent bientôt un humanoïde jaillir de la végétation dense. Andy se posta devant Émilie pour la protéger. « Qui êtes-vous » L'humanoïde ne ressemblait pas exactement au ravisseur. Il portait un appareil étrange à la main, une sorte de radar silencieux. « J'ai suivi le signal. »« Quel signal ?»« Celui que vous émettez. » Émilie repensa au boîtier qu'ils portaient tous au bras. « Vous avez été enlevé, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Andy un peu sèchement. « Vous êtes des leurs ?» L'humanoïde ne portait pas de casque, mais une simple visière. Aussi devinait-on une bouche et une barbe humaines, ce qui était rassurant en un sens. « Moi aussi j'ai subi la rafle, mais il y a de ça bien longtemps. » Andy Oren eut comme un vertige. Se pourrait-il ? Il chercha à réunir le souvenir de son père en lui, mais rien chez cet homme ne ressemblait à son père. Ni la corpulence, ni la voix, ni la silhouette. « Je vis avec d'autres dans la forêt, ou plutôt sous terre, à cause du conseil des sages. Je suis parti chasser et c'est là que j'ai détecté le signal. »« Attendez un instant, vous allez trop vite, » dit Émilie. « C'est quoi le conseil des sages ?»« Oh, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, il fera bientôt nuit. Il pourrait vous retrouver. Vous devez me suivre. Nous avons une blessée non loin, vous avez de quoi soigner une brûlure dans votre camp. » L'humanoïde réfléchit. « Je ne peux rien vous promettre, dit-il. Mais nous sommes bien mieux lotis que vous, ça c'est à peu près sûr. » Andy admit qu'il n'avait pas tort. « Ces fruits, » ajouta l'homme en désignant le sol. « Ces fruits-là sont riches en eau et en vitamines, prenez-les. » Émilie et Andy s'exécutèrent, et tous 3 repartirent chercher les autres. Le camp dont parlait le cyborg n'était pas à ciel ouvert. Andy avait quelques appréhensions. Ce peut être un piège, pensait-il. Mais il paraissait de bonne foi. Ils s'enfoncèrent dans une végétation particulièrement dense, si dense qu'on ne voyait plus le ciel étoilé au-dessus de leur tête. Luc commençait à fatiguer. Il laissa Andy porter Nicolette, mais l'inconnu, plus robuste de par son armure, se proposa. Andy le laissa faire sans toutefois le quitter des yeux. Après 2 heures de vol à travers jungle, l'inconnu atterrit et écarta de grandes feuilles, épaisses et grasses. Derrière, chacun put voir à la faveur des lunettes nocturnes un tunnel de terre. « Vous êtes sûr qu'on a intérêt à le suivre ?» chuchota Steffi aux oreilles d'Andy. « On n'a pas trop le choix. La fille a besoin de soins et d'eau. » Ils volèrent à quelques centimètres du sol et débouchèrent bientôt sur une salle. Il y avait des tunnels, ça et là. « Suivez-moi, et tâchez de pas vous perdre. Au fait, je m'appelle Ben. » Ils suivirent Ben jusqu'à une salle éclairée et animée. Ils avaient allumé un feu au centre et ils buvaient tout en discutant allégrément. « On a de la visite !» dit Ben. Un mélange de cyborg et d'humanoïde se retourna vers eux. En tout,
Ils étaient une dizaine. Certains semblaient avoir subi une mécanisation avancée du corps. D'autres étaient beaucoup plus humains. « Tu nous ramènes de quoi manger ?» s'exclama l'un d'entre eux dans une langue inconnue. Tous s'esclaffèrent. Mais les rires cessèrent net quand Andy et les siens sortirent de la pénombre. À la faveur du feu, ils devinèrent des humains en chair et en os. Des humains comme autrefois. « Non, » dit Ben en langue humaine. « Pas de bouffe. On ne peut compter que sur Meg et Jack désormais. Et la fille a de la fièvre. Alice, tu pourrais m'aider ?» La dénommée Alice n'en croyait pas ses yeux. Des humains ? Le portail. Ils l'ont rouvert. Sa déclaration jeta comme un froid. Soudain, elle s'exclama. « Ils t'ont suivi, Ben ! Dis-moi qu'ils n'ont pas un boîtier. »« Du calme, Alice. Je les ai détruits en chemin. » Ben tendit la main. Il tenait des boîtiers carbonisés. Un certain soulagement gagna l'assemblée, et Alice laissa son verre de bière à son voisin de tablée. Elle n'avait presque rien d'humain. Elle vit la fille inconsciente et dit « Suivez-moi ». Elle les conduisit à la salle d'infirmerie. La propreté contrastait avec la salle à manger, terreuse et malodorante. « Allonge-la », dit Alice. Ben la déposa sur le lit rehaussé, mais tous restèrent dans l'expectative. L'infirmière ouvrit une caisse et en sortit un flacon de verre. Elle prit une seringue neuve, la stérilisa et pompa le liquide du flacon. « Avec ça, elle va péter la forme », dit Alice. Elle piqua la plus grosse veine du bras gauche et le liquide vert disparut peu à peu du flacon. À peine eut-elle terminé que Nicolette prit une immense inspiration. Elle ouvrit les yeux et se mit sur son séant d'un coup, comme réveillée en sursaut d'un cauchemar. « Qu'est-ce que... » Alice se mit à rire, un rire métallique, mécanique, électrique. Ben se contenta de sourire. Émilie se lança sur Nicolette et la serra fort dans ses bras. Andy et les autres restèrent à l'écart, soulagés. Alice tapota l'épaule de Ben et lui dit « T'étais censé ramener des pécaris, pas des bouches à nourrir. » Ben ne releva pas la pique et leur donna à boire et à manger. « Qu'est-ce qu'ils m'ont injecté ?» dit Nicolette en pressionnant son bras, là où on l'avait piqué. « Aucune idée, » dit Andy. « Mais, vous permettez ?» Nicolette avança son front et il posa sa main dessus. « Vous avez le front tiède. » Elle regarda sa manche, là où le projectile l'avait frôlé. « J'ai essayé de te faire un pansement, » dit Luc, « avec de la boue et des plantes. » Nicolette émietta la pâte, et on vit la plaie aux reflets verts se refermer à vue d'œil. Elle écarquilla les yeux, incrédule, et attendit que la peau se reforme. « Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ?» s'écria Steffi. Elle interpellait Alice. Elle avait besoin de l'entendre de la bouche d'un cyborg, fût-il innocent. Nicolette et Émilie étaient à ses côtés, tout aussi avides d'une réponse. Alice s'arrêta net, soupira, puis se résigna à parler. « Ils vous ont inséminé. » Voilà ce qu'ils ont fait. Steffi eut beaucoup de mal à contenir son désarroi, d'autant qu'elle sentait le souffle d'Émilie et Nicolette dans son dos. Elle pouvait sentir leur abattement. « Dans ce cas, faites-nous avorter !» renchérit Steffi. « Une opération trop compliquée, ma fille. »« Vous pouvez ressusciter Nicolette et vous ne pouvez pas pratiquer un simple avortement ? Ne nous prenez pas pour des cruches !» Alice eut un sourire en coin. Il s'effaça à mesure que Steffi lui lançait des regards assassins. Comment une femme, fût-elle cyborg, pouvait-elle manquer à ce point d'empathie envers ces jeunes filles ? Oui, le monde avait bien changé, et pas en bien. Aucun de nous ne peut avoir d'enfant, dit Alice en parlant des cyborgs, comme pour se rattraper, comme s'il restait de l'empathie au fond d'elle. Un enfant est un miracle impossible de nos jours, et une anomalie pour les sages. Vous en êtes capable, et à côté de ce don de la nature, ma mécanisation a piètre allure. Ne vous méprenez pas, le conseil des sages va détruire le portail qui vous a fait venir, et vous allez sûrement rester coincé avec nous, dans ce monde. J'ai peut-être renoncé à rejoindre les rebelles, mais je n'en reste pas moins en accord avec leurs idées. Il faut repeupler cette terre comme l'ont fait nos ancêtres. Et je suis désolé qu'on ait dû ouvrir un portail instable et mener des rafles pour ça. Qu'auriez-vous fait, vous ? Vous auriez demandé gentiment à des volontaires de venir repeupler le futur ? Un futur si lointain qu'il n'existe pas pour vous. De toute manière, le portail était si instable qu'on n'avait pas le temps de faire la conversation. Alice avait le regard vide, comme nostalgique de cette époque. Ben, qui était encore capable d'enfanter, se gardait bien d'intervenir. Tout comme Andy et Luc, qui préféraient laisser Steffi répondre.
Et vous n'avez aucune empathie, dit Steffi. Vous craignez que le portail se referme, hein? De vous retrouver prisonnier du passé en attendant que vos compagnons daignent peut-être le rouvrir, c'est ça? Eh bien pour nous c'est la même chose, sauf qu'on est réellement prisonnier d'une autre époque, nous. Alice s'éloigna et ne revint pas sur sa décision. Andy prit une caisse et vint s'asseoir devant Ben, en train de baratiner Alice et ses beaux yeux verts, du moins la lentille artificielle qui lui servait d'œil. « C'est quoi ce conseil des sages ?» dit Andy tout de go. Ben regarda Luc, Steffi, Émilie et Nicolette. « Moi, je vais me reprendre une bière, » dit Alice en s'éloignant. « Ah, j'étais en pleine entreprise de séduction, » dit Ben. Mais devant le visage impassible et sévère d'Andy, il se ressaisit. Par où je commence, moi? J'ai été enlevé en 95. Je vivais à Rockwood. J'avais 25 ans. Andy et les autres ne dirent rien pour le laisser parler. Encore que l'âge importe peu, comme vous pouvez le voir. J'ai été potentialisé depuis. Ça veut dire que mon cœur possède une batterie de 500 ans, que mes membres sont adossés à une structure en titane Y, sans parler des gadgets que vous voyez ça et là. C'est le conseil des 20 sages qui gouverne ici-bas, à notre époque. Eux, ce sont des potentialisés 100%, et ils n'ont plus grand-chose d'humain. Moi, je n'en ai pas vu personnellement, hein. Sinon j'aurais sûrement été arrêté ou exécuté. Mais on dit que leur cerveau baigne dans un bocal à formol, un truc comme ça. Une sorte de relique, car leur cerveau réel a été potentialisé. C'est ces sages qui ont potentialisé peu à peu toute la population, à différents degrés. Au bas de l'échelle, il y a les potentialisés 50%, qui vivent environ 200 ans, je crois. La majorité a eu recours à cette potentialisation. C'était obligatoire de par la loi. Et puis, refuser, ça signifie rester à la ramasse, obsolète. Et en fait, ils trouvaient tous ça bien, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils pouvaient plus enfanter. Sous couvert de potentialisation et de bonnes intentions, les sages leur avaient injecté un virus qui rendait stérile. Ben marqua une pause pour boire à grande lampée. Steffi et les siens étaient pendus à ses lèvres. « Ah, je suis pas mécontent de la bière de Jack. » Il l'a fait avec ce qu'il trouve dans la jungle. Il dit que sa recette est secrète et je pense qu'on prendrait peur s'il la révélait. Bref, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient la fertilité d'un mort, les gens, ils ont commencé à se rebeller, vous voyez. Il y a eu quelques insurrections parmi le bas peuple, les potentialisés 50%, et la répression fut féroce. À vrai dire, de ce que m'a raconté Alice, parce que tout ça je le sais surtout d'Alice, la répression fut l'excuse parfaite pour commettre des bavures policières. En gros, les sages ont saisi l'occasion de réduire un peu plus la population. 35 000 morts en un jour. Pas mal pour une seule descente. Et vous savez qui était dans les rangs des policiers? Alice, ici présente. Il la désigna du doigt près du feu. Les flammes se reflétaient sur sa silhouette chromée et artificielle. Comme elle, certains flics l'ont mal vécu. Et c'est de là qu'est née la révolution. Enfin, la tentative avortée. Vos ravisseurs, et les miens à l'époque, en fait, c'est des rebelles, dont certains anciens flics, et même des gars de la garde du Conseil des Sages. Leur père fondateur, le grand traître selon la propagande des Sages, a travaillé au Conseil depuis son plus jeune âge. Il a compris que les Sages étaient en train de programmer l'extinction de l'espèce, vous voyez. Et personne n'a trouvé à redire puisque la nature reprenait ses droits. Moins d'humains, plus de nature, en gros. Mais un projet de loi a été mis sur la table du Conseil. La loi d'extermination définitive. Si elle se vote à la majorité de ces 20 sages, il ne restera que les sages. Et comme plus personne sera là pour alimenter les machines qui les font fonctionner, eux aussi ils s'éteindront, à leur tour. Et il s'en sera fini du règne humain. Aux dernières nouvelles, les sages sont toujours divisés sur la question. Andy était perplexe. En 95, reprit Ben, le grand traître révèle la possibilité d'un voyage dans le temps. Une roche nommée Exonite le permet. C'est un fragment solidifié d'énergie noire. Dès lors, la rébellion était en marche. Son objectif, c'était retourner dans le passé pour ramener des humains fertiles et comme ça repeupler la Terre comme au bon vieux temps. Le problème, c'était que le fragment d'Exonite était petit
et que le portail était instable. Du coup, il se referme rapidement, et il ne peut être ouvert trop longtemps. Et c'est mieux comme ça, en fait. Parce que les vibrations qu'il émet se répandent vite. Plus le portail est ouvert longtemps, plus il a de chances d'être repéré par les sages. Et quand le signal du portail faiblit, les ravisseurs sont avertis, ils reviennent en vitesse pour franchir le portail à nouveau, juste à temps pour pas rester coincés dans le passé. Les rebelles dont je vous parle, ce sont des potentialisés 70%. Comme Alice. Ils peuvent vivre jusqu'à 10 siècles. Leur première rafle en 95 était menée par Alice. Les 3 que vous voyez là-bas, il les désigna du doigt, faisaient partie de mes ravisseurs. Leur rafle a échoué au bout de 30 enlèvements. Le Conseil des Sages a repéré leur quartier général, ils les ont presque tous exterminés, humains inclus. Seuls quelques-uns, dont moi, ont pu fuir. Une partie de ces fugitifs est ici, et vit cachée. Les autres sont partis de leur côté. Ben avait le regard dans le vide désormais. « L'histoire se répète, dit-il. Si vous êtes là, c'est que les rebelles ont trouvé une autre pierre d'Exonite. Et qu'ils ont rouvert le portail. Mais bon, les sages ont dû vous repérer, n'est-ce pas ?» Ben sourit. Un sourire mêlé de désarroi. « De toute manière, la loi d'extinction définitive sera soumise au vote, comme chaque année. Et après cette deuxième rafle, je vous parie qu'ils vont la voter. Et quand elle sera approuvée, ils ordonneront la coupure d'énergie globale, et on fonctionnera tous sur batterie. Et dès que la batterie mourra, on pourra tirer notre révérence. » Andy Oren se redressa et émit un léger sifflement. Histoire de dire « Waouh, quelle histoire !» Une histoire de taré. Mais il chercha quelque chose d'intelligent à dire et dit « Nous pouvons encore revenir à Rockwood, à notre époque. Le portail doit encore fonctionner. » Ben n'y croyait pas trop, mais il s'imaginait refaire surface. 25 ans plus tard, le corps mécanisé est toujours aussi jeune. Ses proches devaient avoir drôlement vieilli. Était-il seulement vivant? Un humanoïde fit son entrée, suivi d'une dénommée Meg. Ils portaient chacun 4 pécaris à bout de bras. Andy Oren se retourna, et il sentit son sang quitter ses veines en devinant un visage familier. C'est à peine s'ils laissèrent tomber le gibier. Des humains, pensait Jack incrédule. 1000 idées se pressaient dans sa tête. Entre ces idées, les souvenirs. « Qui êtes-vous » lança Meg la première. Nous avons fui. Des ravisseurs, dit Nicolette, ce qui surprit les autres. C'est lui qui nous a trouvés dans la forêt. Elle désigna Ben. Jack jeta un regard interrogateur à Ben. Il n'osait pas le demander, mais la question lui brûlait les lèvres. Meg s'en chargea. Le portail ? Il a été rouvert. Personne ne dit rien, et Andy intervint. Oui, ils ont rouvert le portail et repris leur rafle. Vous, Andy désigna Jack. Vous êtes humain ? Quel est votre nom ? Oh, on m'appelle Jack par ici. Le chasseur de Pécari. Et vous, c'est quoi votre nom ? Andy Oren. Il y eut comme un malaise. Jack écarquilla légèrement les yeux. Son cœur accéléra, et Andy ne fut pas insensible à sa réaction. Il dévisageait le chasseur, les yeux plissés. Le Conseil des Sages ne tardera pas à réprimer vos ravisseurs, dit Meg, tout en déposant les Pécari près d'un feu. Et le portail sera de nouveau fermé. Quel est votre nom de famille ? Insista Andy, indifférent à tout le reste. Steffi et les autres étaient dans l'expectative. Ah, lui, c'est Jack Oren, dit soudain Ben. On a été enlevés ensemble en 95. L'œil de Jack grésilla, comme une vieille ampoule. Le cœur d'Andy s'emballa tout à fait. Alice elle-même semblait vivre intensément ces retrouvailles improbables. Andy voulut dire quelque chose, mais ce fut impossible. Idem pour Jack, qui alla s'asseoir non loin de là, et qui regarda le feu. Andy finit par aller s'asseoir non loin de lui. Alice et Meg s'attelèrent à dépecer le gibier. « Si vous ne nous aidez pas à avorter, dit haut et fort Steffi, aidez-nous au moins à revenir chez nous, là où les médecins pratiquent l'avortement. » Alice fit mine de ne pas entendre. Elle arrachait la peau et sectionnait la viande avec une facilité déconcertante, effrayante même. Meg, elle, s'était arrêtée. Ben, jusque-là muet, sentait la colère monter en lui. Il s'était résigné à vivre parmi ses ravisseurs repentis. Mais maintenant que le portail avait été rouvert, c'était une autre affaire. « Je vais les aider, » dit soudain Ben. « Et tu devrais en faire autant, Jack. »« Tu sais très bien que c'est perdu d'avance, » dit Alice. « Ils vous exécuteront, pour l'exemple. »« Et toi aussi tu devrais tenter le coup, » dit Ben à Alice. Après tout, il prit à partie les autres cyborgs. « Vous nous devez bien ça. »« Ben, ne fais pas ça, » dit Meg qui voyait poindre les reproches et le chantage émotionnel. « Oh, si, je ferai ça. Cette jeune femme a raison.
dit Ben en désignant Steffi. Vous n'avez plus d'empathie? Vous préférez vous accrocher à cette vie minable? Non mais sérieusement, regardez-nous. Là, à vivre caché dans une grotte pendant des siècles. Attendre que la batterie se décharge. Magnifique perspective d'avenir. Au lieu de ça, vous pourriez vous racheter et fuir par le portail. Laissez derrière vous cette époque empoisonnée. Ben s'interrompit. Jack le regardait fixement, et il avait du mal à savoir s'il était d'accord avec lui. « Qui est de la partie ?» dit Ben. Personne ne répondit. Alice cessa de couper la viande comme pour mieux apprécier le silence pesant. « Moi, » dit Jack. « Moi j'irai avec vous. » Andy tentait de capter son regard, mais le père n'arrivait pas à regarder son fils dans les yeux. Le poids des âges et le mauvais souvenir de cette nuit-là. « Dans ce cas, nous partirons à l'aube, » dit Ben plein d'adrénaline. « Je vais préparer le départ. » Ben s'éloigna vers la salle des armures. Luc et Steffi le suivirent. Assis sur leurs talons, Émilie et Nicolette regardaient la viande que Meg venait de mettre au feu. Elle mourait de faim. Andy regardait son père qui regardait dans le feu. Il est des moments où l'homme aimerait bien pouvoir lire dans les pensées d'un proche. La fumée s'était dissipée aux quatre vents, mais la forêt gardait à cet endroit l'odeur du feu ravageur. « On approche !» dit Ben dans sa radio, tandis qu'il volait au-dessus des cimes. « Je détecte une source de chaleur, » dit Jack. « Elle est immobile, je vais aller voir. »« On te couvre, » dit Ben. Jack disparut dans la canopée et atterrit lentement au sol. Andy le suivait à la trace. Finalement, il se décida à parler. « Maman est devenue muette. Elle est en maison de retraite maintenant. »« C'est pas le moment, Chico, » dit Jack pour expédier le débat. « Je n'aurai peut-être pas d'autre occasion, » dit Andy, tandis qu'il s'approchait de la source de chaleur, très faible cependant. « Si toi ou moi on meurt dans les prochaines heures, on pourra difficilement en parler. Il n'y a rien à dire. Les gens se séparent, voilà tout. Ta mère ne m'aimait plus, et moi j'étais alcoolique. Ça a fini, c'est tout. » Jack leva la main comme pour le faire taire. « Reste ici, j'y vais seul. Si ça se complique, tu remontes prévenir les autres. » Jack s'éloigna à travers la végétation dense. Il contourna quelques arbres et le vit, adossé contre un arbre. Ses jambes étaient sectionnées et ne laissaient voir qu'un amas de fils électriques. Il avait le bras droit carbonisé et le casque fendu en plusieurs endroits. « Hé !» dit Jack. « Je suis l'un des vôtres. Je vais m'approcher doucement, d'accord ?» Mais le cyborg ne répondit rien. Jack se mit face à lui et s'approcha lentement. Le cyborg le regardait de son œil bionique. Sa respiration émettait des sons désagréables, comme un canal radio qu'on peine à trouver. Jack décrocha sa gourde et leva lentement les bras en l'air pour lui faire comprendre qu'il ne lui voulait aucun mal. Il s'approcha et lui donna à boire. Le cyborg laissa faire et but quelques gorgées à grand-peine. Il apposa à nouveau sa tête contre le tronc et détourna les yeux vers Andy. L'inspecteur Oren attendait timidement près d'un fourré. « Je t'ai dit de m'attendre en retrait. » Andy eut presque envie de lui répondre « T'es pas mon père !» Mais ce n'était pas le cas. C'était bien son père, même après 25 ans d'absence. « Ma poche latérale, » dit le cyborg. « Les plans. Prenez les plans. » Jack tourna la molette vers la gauche et pressa le bouton. Un mini tiroir en sortit. Jack prit la carte USB qui devait contenir les plans. « Ce sont les plans de la base. » « Oui, et les coordonnées satellites. » Jack la plaça dans la fente de son avant-bras. Il chargea les informations dans son casque à visière et les partagea aux autres. « Je vous passe les plans de la base, » dit-il dans sa radio. « Faut faire vite. »« Les humains, » ajouta le cyborg. « Il y a peut-être d'autres survivants. »« Non, je ne détecte aucune source de chaleur, » dit Jack. « On a retrouvé ceux qui ont survécu. » Le cyborg se mit à sourire. « Partez, » dit-il. « Et donnez ça aux sages de ma part. » Jack regarda la sphère qu'il tenait dans la main gauche, posée à même le sol. Il la prit avec appréhension. « Maintenant partez. » Le cyborg prit une grande inspiration. Il était essoufflé. Jack se releva lentement, puis il s'éloigna en prenant Andy par le bras. « Il faut prendre les corps avec nous, » dit soudain Oren Jr. « Il faut qu'on les enterre à Rockwood. »« Hors de question, » dit Jack. « Ça nous ralentirait. Tu as peut-être oublié ce que c'était que d'être un homme. Mais on va prendre ces corps avec nous. » Andy communiqua sa décision aux autres. Il vit Steffi descendre et rejoindre le sol, suivi du reste de l'équipe. Ben était plutôt d'accord avec Jack. Très mauvaise idée. Mais Émilie, Nicolette, Luc et Andy commençaient déjà leur battue.
ils trouvèrent le premier cadavre 3 kilomètres plus loin. Abigail et son porteur, totalement carbonisés. Jack eut la décence de ne rien dire, et ils marchèrent en silence. Ils ne tardèrent pas à trouver le corps de Sebastian Moore. Il lui manquait un bras, et la faune avait commencé son œuvre. Fourmis, oiseaux et félins étaient passés par là. Son visage, protégé par le casque, avait été miraculeusement épargné. Dit Luke. Il eut un goût de vomi dans la bouche et ne termina pas sa phrase. Malgré tout, il chargea la carcasse de Sébastien sur son épaule. Ils marchèrent 3 heures de plus, en vain. Nulle trace de Conrad, Davis, Shelton ou Colin. Andy finit par se rendre à l'évidence, et ils reprirent leur vol au-dessus des arbres, direction la base secrète. Jack ne dit rien, mais il était à peu près sûr qu'il fonçait tout droit dans la gueule du loup. Le tunnel avait été creusé à même une roche recouverte d'une épaisse couche de végétation. Des arbres poussaient dessus, tant la couche de terre était épaisse. La porte était camouflée par des lianes et des plantes rampantes. Depuis leur départ, rien ni personne ne semblait être passé par là. Tout au plus y avait-il des restes d'excréments devant la porte. « Et comment on ouvre cette porte ?» dit Emily. « Je vois rien dans les plans que vous nous avez passés. » Jack chercha à la va-vite dans les plans qui défilaient sur sa visière, mais rien contenant une clé ou un code de déverrouillage. « La sphère, » dit Andy, « celle qui t'a confiée. » Jack voulut lui rétorquer qu'il s'agissait d'une grenade, mais Andy avait raison. Jack chercha un interstice ou un signe dans la porte, mais rien. « Donne-la-moi, » dit Andy. Jack la lui confia. Andy s'avança tout près de la porte, il tendit la sphère, et des rayons verts sortirent du linteau. Ils convergèrent tous vers la sphère, et la porte s'ouvrit d'un coup. Elle disparut dans l'une des parois latérales de la roche, laissant apparaître un tunnel profond et incliné. Andy redonna l'objet à son père, tout à la fois clé et grenade. « Vite !» dit Steffi pour encourager les autres à se presser. « Sortez vos armes !» ajouta Ben, « comme je vous ai montré, d'accord ?» Nicolette décrocha le pistolet de sa ceinture. Elle avait l'habitude de tirer au stand de tir, avec sa mère, les dimanches. Mais là, l'arme était si légère qu'on aurait dit un jouet. Pourtant, ce n'était pas un jouet. « L'exonite est dans l'aile nord, » dit Jack. « Soyez attentifs à votre détecteur de chaleur. Au moindre signal, on communique et on s'arrête pour prendre une décision tous ensemble, d'accord ? Allez, suivez-moi. » Ils entrèrent. La porte se referma derrière eux. Dehors, la jungle, et un vaisseau de 5 mètres de haut et 10 de long apparut d'un coup entre les fougères et les arbres. Une porte latérale s'ouvrit et on vit 2 silhouettes lumineuses en sortir. Derrière ces êtres de lumière, des aquariums en forme de gélules géantes, alignés à la verticale, et à l'intérieur de chaque bocal, un corps inerte. Là, celui de Rick Davis, juste à côté de Mark Collin. Il y avait aussi Michael Conrad. Il baignait dans le formol, les yeux ouverts et sans vie. Shelton était dans un autre bocal non loin. Son cadavre bougeait lentement sous l'effet des fluides. On eût dit une danse macabre. L'un des êtres émit un son. Il communiquait avec ceux qui étaient à l'intérieur de la base. Andy aurait voulu mener l'opération, mais honneur aux plus vieux. Steffi avait l'âme du leader, elle aussi. Encore qu'elle préférait couvrir leurs arrières. Elle se retournait régulièrement et marchait presque à reculons. Luke ne la lâchait pas d'un pouce. Il avait du mal à marcher, non pas à cause du poids, relativement léger grâce à sa combinaison, mais à cause de l'odeur de la chair en putréfaction. Ben et lui avaient fait leur possible pour atténuer l'odeur. Ils avaient recouvert le corps de boue et de fleurs odorantes. « Ah, j'en peux plus !» dit Luke. « Je prends le relais !» dit Andy avec entrain, avant de regretter son geste. « Désolé, mon gars !» lui dit Ben. « On n'a pas encore inventé de parfum efficace pour les morts. » Andy voulut lui dire que son humour était à chier et totalement inapproprié vu la situation, mais il pressa le pas et rejoignit Jack tout devant. Nicolette et Emily détournèrent les yeux, pas à cause de l'odeur, mais à cause du souvenir qu'elles avaient de Sébastien, plutôt beau garçon à l'époque. « Tout est trop calme, » dit Jack, les sens en alerte. « Ils ont fui la base, » ajouta Ben. « Ils ont pris l'exonite avec eux, voilà tout. Je doute qu'on en retrouve un morceau. » Mais Jack ne se laissa pas démotiver. Ils arrivèrent bientôt devant un pont. Steffi regarda les salles de détention en contrebas. « Et maintenant ?» dit-elle pour dissiper ses mauvais souvenirs. « Il faut qu'on descende, » dit Jack.
Il y a un passage là-bas. » Ils y allèrent en volant et s'arrêtèrent devant un mur en apparence infranchissable. Jack leva la sphère vers le mur et la paroi s'entr'ouvrit sur un passage secret. « Allons-y, » dit Jack. Ils franchirent le seuil et la porte se referma d'elle-même, si vite qu'une bourrasque d'air vint les pousser gentiment dans le dos, ce qui charria l'odeur du cadavre pour le plus grand plaisir des troupes. « Grandiose ton idée, » pensait Jack à l'endroit de son fils. À l'intérieur, aucune lumière. Ils n'avaient que leur casque pour voir dans les ténèbres. Ils devinaient un sol rocheux qui s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. Plus loin, le tunnel de roche débouchait sur une grande salle. Ils se dispersèrent. « Qu'est-ce qu'on cherche, au juste ?» demanda Nicolette. Andy allait répondre quand une voix retentit par écho. « Ceci, jeune fille. » Ils se retournèrent et cherchèrent d'où provenait la voix. Mais même avec leur casque, ils ne virent d'abord rien. « Qui a parlé ?» dit Andy. « Qui êtes-vous » Une lumière aveuglante jaillit au centre de la pièce. Ils plissèrent les yeux. Peu à peu, ils virent se dessiner dans le jour artificiel 3 silhouettes en suspension dans l'air. Leur corps était transparent et laissait voir des veines dorées. Le fluide montait à la boîte crânienne, dans laquelle on devinait un cerveau gélatineux et fluorescent. Relique d'un état humain trépassé, dépotentialisé 100%, se dit Andy en repensant au témoignage de Ben. « Laissez-nous rentrer chez nous, » dit Andy au renne. L'un des sages tenait une pierre d'exonite en main. « Vous avez assez tué, ne croyez-vous pas ?» dit Andy tout en déposant le corps de Sébastien à ses pieds. « Renvoyez-nous chez nous. » Nicolette tenait fermement son arme, mais elle lui échappa et toutes les armes formèrent un tas en suspension. Le métal se mit à fondre et le tout retomba au sol. Ben avait encore la main tendue. Il regardait son arme désintégrée au sol. Des bulles se formaient à la surface du métal fondu et encore chaud. « Nous, » dit Ben, « nous aussi nous avons été enlevés, en 95. Lors de leur première tentative, nous n'avons rien à voir avec la rébellion. Rouvrez le portail puis détruisez l'exonite. » L'un des sages émit un son étrange. On eût dit un son, mais il s'agissait d'un langage complexe. Les autres répondirent. L'un d'eux s'exprima soudain dans une langue intelligible et dit « Ne devrions-nous pas vous exécuter en place publique pour l'exemple ?» Il y eut un temps de réflexion générale. « Non, » dit Steffi, « très mauvaise idée. » Ils se tournèrent vers elle. Steffi se ressaisit et argumenta comme elle put. « Vous êtes les sages. Le propre des sages n'est-il pas de pratiquer la sagesse ? Exécutez les ravisseurs si cela réaffirme votre autorité, mais nous, on n'y a pour rien. On appartient au passé. Ne croyez-vous pas qu'il faille rendre au temps ce qui lui appartient ? Un sage sait reconnaître la raison quand elle se présente à lui. Et la raison veut que vous fassiez preuve de clémence. » Elle était exténuée sur le point de craquer. « Renvoyez-nous dans le passé. Nous renvoyer dans le passé n'aura aucun impact sur votre gouvernance. » En revanche, nous tuer, intervint Jack à la rescousse de Steffi, revient à tuer des civils innocents. Cela ferait de vous des assassins et non des sages. Voilà 25 ans que je suis coincé dans ce monde, tout comme Ben, ici présent. Nous avons déjà assez souffert. Nicolette et Émilie étaient sur le point de sangloter. Andy repensa à sa mère, qu'il n'allait peut-être jamais revoir, et qui finirait ses jours seul en maison de retraite. Steffi et Luc se serraient l'un contre l'autre. Jack, lui, repensait à ce qu'avait été sa vie minable. Et Ben avait une soudaine envie d'uriner. Andy voulut rajouter quelque chose, mais un bocal l'entourait de toutes parts. Sa radio était brouillée, impossible de communiquer avec les autres. Sa voix rebondit contre la paroi et lui revint en plein visage sous la forme d'une onde douloureuse. Tout au plus parvenait-il à les voir grâce à sa visière et malgré les casques qu'il portait. Il regarda sur sa gauche. Son père aussi venait d'être enfermé dans une prison de verre. Jack frappa la paroi du poing, mais elle absorba le choc et une onde se propagea dans toute la structure, pour lui revenir en pleine face. Il encaissa le choc et sentit peu à peu la douleur dans tous les muscles de son visage. Il regarda autour. Même sort pour Luc, Steffi, Nicolette et Émilie. Dieu soit loué, pensa Andy. Ils ne m'ont pas enfermé avec Sébastien. Maigre consolation, car les voilà déjà en lévitation. Les sages prirent les devants, et les bocaux de verre suivirent. Andy regardait Ben sur sa droite, il semblait hurler,
mais Andy n'entendait que sa propre respiration. Leur prison de verre se déplaçait avec une étonnante stabilité. Ils remontèrent le pont, puis les tunnels, et sortirent par là où ils étaient entrés. Devant la porte, un vaisseau en lévitation les attendait. La porte latérale était ouverte. Émilie et Nicolette, parmi les premières sorties, hurlèrent chacune dans leur bocal. Mais leurs cris restèrent inaudibles à l'extérieur, et l'onde de choc les obligea à se taire. À l'effroi s'ajouta la douleur dans les joues, la mâchoire, le crâne et les sinus. Émilie s'évanouit. Elle glissa le long de sa paroi transparente et se laissa tomber sur son séant, le menton sur la poitrine, comme un sans-abri ivre et inconscient. Andy tentait de réunir ses idées, et c'est à peine s'il vit ce qui advint. Aucun son ne lui parvint, sauf quand le projectile vint percuter le haut de son bocal. Un deuxième point d'impact apparut, et au troisième, le verre jusque-là flexible et incassable éclata. Andy retomba au sol et il entendit le monde autour de lui, les sages qui les avaient pris en otage, tirer en direction des fourrés. L'un d'eux fut touché et ne parut pas blessé. Pourtant ils battirent un peu en retraite et se blottirent contre le vaisseau. Nicolette venait de prendre son envol pour gagner l'entrée de la base. « Andy !» s'écria Jack, déjà sur le seuil de la porte, aux côtés de Ben. Luke portait Émilie, inconsciente. Steffi le suivait de près, mais quelque chose attira son attention dans l'herbe. Il rampa dans sa direction, tandis que les balles fusaient toujours au-dessus de sa tête. Mais à peine eut-il atteint l'objet, qu'une main le prit au vol, et il sentit qu'on le relevait par le col. « Vol, imbécile !» Il reconnut Alice. Il la suivit à pleine vitesse vers l'entrée. Steffi, Luke et les autres s'enfonçaient déjà dans le tunnel. Andy passa à son tour, et la porte se referma. Dehors, les tirs n'avaient pas cessé. « Vite !» dit Alice en accélérant un peu. Andy la suivit, et ils rejoignirent les autres, les devancèrent. « Suivons-la !» dit Andy dans sa radio. Un peu plus loin, Steffi reconnut les tunnels qu'elle avait empruntés lors de sa première visite, là où se trouvait la roche infranchissable. Ils s'arrêtèrent net. Luke calcula mal la distance et manqua de s'écraser contre la roche avec Émilie qu'il portait sur son épaule. « Eh bien, que se passe-t-il » dit Jack en voyant Alice le regard vide, rivé sur l'exonite. « Allez-y » dit Steffi impatiente. Alice les regarda, et Andy n'aima pas beaucoup son regard. Était-elle désolée ? La femme cyborg pressa l'exonite de ses doigts métalliques, et la pierre explosa en 1000 morceaux. Andy crut qu'il allait s'évanouir, mais il tint bon. Il sentit le désespoir derrière lui, le désespoir des autres. Et soudain, la femme cyborg envoya une onde au sol, de ses mains tendues. Elle fit sauter les morceaux d'exonite, tout parut fonctionner au ralenti. Puis un son, semblable au son home, se diffusa dans tout le tunnel, suivi d'un silence parfait. Et là, le silence se concentra en un point. Un trou se forma dans l'espace-temps et la spirale apparut. Les Oren, McAndrew et les autres virent le portail se former d'abord lentement, puis s'ouvrir subitement. « Partez », dit Alice. La voix fut comme un détonateur. Ils se pressèrent tous au seuil de la porte, d'abord Nicolette et Ben, puis Luke et Émilie, toujours inconscientes, suivis de Steffi. Vint le tour de Jack. Il se retourna pour voir si son fils suivait, mais Andy était comme figé. « Andy, viens !»« Venez avec nous, » dit Andy. « Pour être jugé et mis en geôle ? Non merci, Andy. Partez pendant qu'il est encore temps. » Il y eut une détonation au loin. Elle leur parvint par écho. On perçut un léger changement dans l'obscurité ambiante. « Ils arrivent, » dit Alice. « Ils arrivent. » Jack dut prendre son fils par le bras pour sauter dans le passage temporel. De l'autre côté, dans la chambre de Lewitt, John Buchanan et ses agents, ainsi que Chuck Penny et d'autres, pointaient leurs armes sur eux. Il y eut un moment d'hésitation générale. John cherchait Abigail du regard, mais il n'avait devant lui qu'un groupe d'humanoïdes en combinaison. Il voulut se jeter sur le portail, mais la spirale disparut d'un coup, en ne laissant derrière elle qu'une brume électrique et bleue. Andy fut le premier à relever sa visière, et il y eut comme un soupir de soulagement. Les agents qui pointaient leurs armes relâchèrent leurs muscles. Steffi et Luke ôtèrent leur visière à leur tour, suivis d'Émilie et Nicolette. Chuck expira l'air avec force et retint une larme au coin de l'œil. Il lâcha son arme et alla serrer sa fille dans ses bras. John, lui,
pointait toujours son arme sur ceux qui n'avaient pas encore relevé leur visière. Sa suspicion se justifiait aussi parce que leurs combinaisons étaient différentes. « Enlevez vos casques, » dit John, « et identifiez-vous. » Ben et Jack s'exécutèrent. C'étaient bien des hommes, tout comme eux. Chuck détourna la tête sans toutefois lâcher sa fille. Il les reconnut. Il n'avait presque pas changé. « C'est Ben Hawkin, » dit le chef Penny, « et Jack Oren. » John se détendit un peu, et il demanda à ses hommes d'abaisser leurs armes. « Et les autres ?» dit John. « Abigail Wallace, Shelton, Colin. » Steffi se mit à pleurer. La pression venait de retomber d'un coup, et ses nerfs avaient lâché. Luke la serra fort dans ses bras, lui aussi sanglotait. « Nous avons été attaqués, » dit Andy. « Abigail est morte sur le coup. Les autres aussi. On a essayé de récupérer les corps. Mais on n'a rien pu faire. » Chuck s'était approché d'Andy. Il l'observait attentivement, mais son regard n'était ni inquisiteur ni menaçant. Buchanan, lui, faisait son possible pour maintenir sa posture d'autorité, mais il sentait la tristesse infiltrer toutes les parties de son corps. Abigail Wallace, sa coéquipière de longue date, était morte. Il ne pourrait même pas lui donner une sépulture. « Ils ont besoin de repos, » dit Chuck à John. « Remettons les interrogatoires à plus tard. » John ne dit rien, et Chuck tendit sa main à Oren. Le jeune inspecteur lui tendit la sienne, et le chef Penny l'attira à lui pour le prendre dans ses bras. Dehors, des habitants et des journalistes se pressaient autour des barrières. Face au mutisme des autorités, certains avaient tenté de forcer le passage. Ils exigeaient une explication. Les parents de Nicolette Shepard étaient là. On pouvait entendre la mère crier le nom de sa fille. Leur retrouvaille fut comme un coup de poignard pour les autres. Madame Moore cherchait son fils, tout comme le père de Rick Davis, ou encore les proches de Michael Conrad. Madame et Monsieur Shepard comprirent, et ils eurent la décence d'étouffer leur soulagement et leur gémissement d'allégresse. John Buchanan s'attela à la tâche avec courage. Toutes les caméras étaient braquées sur lui. Les hommes de Chuck tentaient vainement d'instaurer un espace d'intimité. Les familles des disparus s'étaient regroupées autour de John Buchanan. Il commença à tout confesser quand l'émotion noua sa gorge. Il céda à la tristesse et son corps fut remué par de gros sanglots. Andy Oren, à ses côtés, posa une main sur son épaule et prit le relais. Il se rapprocha des familles et annonça les décès des victimes de la rafle. Le reste des badauds prêta l'oreille et les murmures cessèrent peu à peu. Le silence s'imposa et on entendit bientôt des cris de désespoir s'élever. Un père regardait Andy incrédule, les yeux si humides qu'il ne devait voir qu'une image floutée de l'inspecteur. Sa bouche se rétracta et il laissa sortir tout son chagrin. Son unique fils, Rick Davis, était mort. Chuck Penny observait Andy de loin. Il regrettait s'être comporté comme un vieux con. Son inspecteur ne s'était pas contenté de ramener sa fille. Il avait risqué sa vie. Et le voilà qu'il s'attelait à la tâche impossible d'annoncer aux parents la mort de leur enfant. Un enfant dont le corps n'avait pu être ramené. Chuck rejoignit Andy pour l'aider. Il prit le bras de Catherine Moore sur le point de s'évanouir. D'autres agents s'approchèrent pour prêter main forte. Il n'y avait rien à dire. Il fallait juste être là et communier dans le chagrin. 2 jours plus tard, Buchanan et Penny firent venir une assistance psychologique de Détroit. Chuck demanda une surveillance rapprochée. Il suspectait le père Conrad de vouloir mettre fin à ses jours. Puis Buchanan et lui recueillirent les témoignages des survivants. Mais que pouvait-il faire ? Les responsables étaient d'un autre monde, inaccessible à présent. Aussi se contentèrent-ils d'encaisser la nouvelle. On organisa l'avortement d'Emily, Nicolette et Steffi McAndrew dans les meilleures conditions. La population était divisée. Une partie entamait le deuil, une autre, en colère, réclamait des comptes. On fit construire un monument en hommage aux victimes de la rafle. Steffi et Luke reprirent la route juste après la cérémonie. Ils dirent au revoir à Andy, avec qui ils avaient noué un lien spécial et inaltérable. Ils se reverraient sans doute d'ici quelques mois, quand tout ça serait retombé. 3 mois après les enlèvements tragiques de Rockwood, Michigan, Chuck annoncerait sa retraite anticipée et nommerait Andy Oren comme son successeur. Ce serait, selon ses mots, le moins qu'il puisse faire. Et puis il avait envie d'être près de sa famille. Pour l'heure, Andy et son père Jack Oren sortirent de la voiture et remontèrent la route humidifiée par la rosée. Une pelouse s'élevait sur leur droite.
Andy et Jack Oren, dit l'inspecteur au vigile. L'homme ne prit pas la peine de leur demander une pièce d'identité. Leurs photos étaient dans tous les journaux du pays. On parlait d'eux à la télé, sur Internet et à la radio. Le portail s'ouvrit lentement dans un bruit métallique. Andy repensa au portail qui leur avait causé tant de mésaventures. Et ils remontèrent l'allée fleurie en silence. Au pied d'un grand chêne, 3 vieilles femmes discutaient. Un infirmier les accueillit en haut des grandes marches blanches. Un peu plus loin. À l'intérieur du grand bâtiment, ça sentait la soupe aux choux. Sur la droite, on pouvait voir le chef et son équipe. « Par ici, je vous prie. » Jack appréhendait. Mais comment refuser ça à son fils? Après tout, c'était grâce à lui s'il était de retour. Et puis il fallait bien qu'il recommence quelque part. Alors pourquoi pas à Rockwood? Le plancher du couloir craquait sous leurs pas. L'infirmier s'arrêta sur le seuil d'une pièce et tendit son bras à l'intérieur pour les inviter à entrer. Andy entra le premier. Près de la fenêtre, une femme en chaise roulante regardait au dehors. « Maman !» dit Andy accroupi à ses côtés. « C'est moi. » Elle se retourna. Un sourire fit rayonner un peu son visage d'ordinaire éteint. Une larme s'échappa de son œil un peu délavé. « J'ai quelqu'un à te présenter, » dit Andy. Il l'aida à se retourner. Là, sur le seuil, Jack Oren, identique à l'homme qui disparut un soir de 95. Il tenait entre ses mains un chapeau. Ça l'aidait à contenir son stress. Edith mit les lunettes qui pendaient à son cou. Lui fit un pas en avant et s'arrêta net. Le souvenir le submergea et il ne put retenir ses larmes. Andy pleurait lui aussi, mais en silence, comme pour ne rien gâcher. Et Edith, toujours souriante, mais un peu mélancolique, sortit d'un mutisme qu'elle croyait immuable et déclara « Jack, tu as fini par revenir. »